cette édition, nous irons à Addis Abeba en Éthiopie où s'est ouvert ce matin le 26e sommet de l'Union africaine en présence du président ivoirien et ses pairs. Le président cadien Idriss Déby a été désigné à la tête de l'UA. La Côte d'Ivoire entretient de bons rapports avec les pays étrangers. Les diplomates accrédités dans le pays ont été reçus par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui leur a offert un déjeuner. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les demi-finales du CHAN 2016 en battant le Cameroun ce samedi 3-0. Tenus en échec à la fin du temps réglementaire, les Ivoiriens ont fait la différence au cours des prolongations. Il y a eu des manifestations aujourd'hui à Paris et en province. Les manifestants protestent à la fois contre le projet d'extension de la déchéance de nationalité et contre l'état d'urgence. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Ajouté au sommaire de cette édition, la page culture. Nous recevons aujourd'hui le lauréat du Grand Prix Guy Néré qui fait la promotion des arts plastiques. Le concours a réuni des sculpteurs, des peintres, des photographes. Yaobat Bablon, notre invité de la page culture, est sculpteur. Il était en compétition avec une centaine d'artistes ivoiriens et burkinabés, vainqueur donc du Grand Prix Guy Néré. Il nous racontera dans quelques minutes seulement sa passion pour la culture, précisément pour l'art visuel. Mais avant, rendons-nous au Rwanda, d'où nous vient cette bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les demi-finales du CHAN 2016 en battant le Cameroun aujourd'hui 3-0. Tenu en échec à la fin du temps réglementaire, les Ivoiriens ont fait la différence au cours des prolongations. Ils rejoignent ainsi la République démocratique du Congo en demi-finale. À son tour, l'aventure chinoise. Attention à ce geste. Oh, quel but! Oh, quel but exceptionnel! Quel but incroyable! Il est magnifique ce but de Serge Nguessan. Mais commençons par le début. Face à une équipe agressive du Cameroun, les éléphants de Côte d'Ivoire résistent et s'imposent. Première période dominée par la Côte d'Ivoire, aucun but inscrit. Même résultat en seconde période, cette fois-ci c'est le Cameroun qui mène les débats. Il faudra attendre les prolongations pour voir une grande formation de la Côte d'Ivoire. On joue la 95e minute. Corner exécuté par Serge Nguessan. Boakofi Devi ouvre le score. 7 minutes plus tard, sur un centre de Zakri, Achodjobo se sert de sa tête dans tous les sens du terme et enfonce le clou. À 2-0, les Ivoiriens sont en confiance. La preuve, ce chef-d'œuvre de Serge Nguessan. Admiré. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Un CHAN historique pour les éléphants après une première participation au second tour. C'est la première demi-finale que Dissué et son groupe offrent aux Ivoiriens. Un peu plus tôt dans la journée, dans l'autre quart de finale, c'est la RDC qui met fin au rêve du pays organisateur, le Rwanda, en s'imposant 2-1. But de Kikanji dès la 11e minute pour la RDC. Le Rwanda réagit en seconde période et égalise par Ernest Sugira. Rwanda 1, RDC 1. Et dans les arrêts de jeu, Bumpunga offre le but de la victoire aux Congolais. Premier qualifié pour les demi-finales. Et c'était un récit de Cathy Touré. Ajoutez que ce match vous sera retransmis demain sur RTI 1 à partir de 15h. Loin de l'ambiance du CHAN, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tiennent leur réunion à Addis Abeba en Éthiopie. Le président ivoirien Alassane Ouattara prend part à ce 26e sommet de l'UA ouvert ce matin. La situation au Burundi est au centre des discussions. Le Burundi qui refuse toujours le déploiement d'une force africaine. Par ailleurs, l'UA a un nouveau président. Idriss Déby, le président cadien, a succédé au président Robert Mugabe. Jérôme Kofi Abolin. Aussitôt déclaré à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à l'occasion des travaux de la 26e session ordinaire de l'Union, le nouveau président en exercice de l'UA, Idriss Déby, a pris le flambeau des mains de son prédécesseur, le président zimbabwéen Robert Mugabe. Le président Déby reconnaît que la tâche n'est pas facile, mais il promet de faire de son mieux. Succéder à Robert Mugabe, ce n'est pas aisé. Je n'aurai ni le verbe,
ni le langage franc et direct, ça pique souvent, ni aussi ses capacités, mais nous essaierons de faire de notre mieux. 2016, année africaine des droits de l'homme avec une attention particulière pour les droits des femmes, c'est le thème choisi lors de ce sommet. Pour le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président tchadien Idriss Déby, ce thème constitue un élément catalyseur en vue de la promotion de l'Africain dans toutes ses dimensions. Ce qui, selon lui, doit conduire à un changement des mentalités basé sur la solidarité et la complémentarité. Et Idriss Déby d'ajouter que l'Afrique doit pouvoir prendre désormais son destin en main par ses propres moyens que de compter sur l'extérieur. Sommet donc du changement, il a vu la participation de plusieurs personnalités venues des 4 coins du monde. Personnalités parmi lesquelles le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, d'ailleurs très sollicité pour ce qu'il convient d'appeler l'agenda 2063 de l'UIA, fixé sur des objectifs de développement durable. Après sa participation au sommet qui a donc porté son choix sur le président tchadien pour présider désormais aux destinées de l'UIA pendant 1 an, le chef de l'État ivoirien a pris congé. Il s'est rendu aussitôt à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba. Pour le président Alassane Ouattara, c'est désormais l'étape de la France après l'Éthiopie, au moment où le chef de l'État ivoirien prenait place à bord de son avion. Pour cette nouvelle étape, il était 16 h à Addis Abeba, soit 13 h à Abidjan et en temps universel. Et on reste à Addis Abeba. Avant l'ouverture de ce sommet, il s'est tenu hier une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part à cette rencontre consacrée à la situation des crises au Burundi et au Sud-Soudan et à la lutte contre le terrorisme. On retrouve Jérôme Kofi Aboulé. 3 préoccupations majeures à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue ce vendredi à la veille du 26e sommet ordinaire de l'Union. Il s'agit du terrorisme, de la situation au Sud-Soudan et de celle au Burundi. Face à l'urgence, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés à cette session, la 751e du genre, pour davantage d'efforts afin d'enrayer les actes de terrorisme dans les zones concernées et de mettre tout en œuvre pour éviter le chaos au Sud-Soudan et au Burundi. Au nombre des personnalités présentes à cette rencontre, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Mais bien avant, le chef de l'État ivoirien a pris part au 24e forum du MAEP en marge du 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. Ce forum, organisé pour répondre à une préoccupation, à savoir comment revitaliser le mécanisme africain d'évaluation par les pairs en vue du renforcement de la gouvernance en Afrique. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, président du forum, a par conséquent demandé aux pays membres du mécanisme non à jour de s'acquitter de leurs cotisations. Il a par ailleurs souhaité une intégration plus poussée du mécanisme africain d'évaluation par les pairs à l'Union africaine. Lors de la séance du huis clos, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a fait une communication sur le rôle du MAEP dans le suivi de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable de la période après 2015. Le prochain sommet du MAEP est prévu en juin 2016. Toujours à Addis Abeba, hier, les chefs d'État ivoiriens et burkinabés se sont rencontrés. Les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré ont échangé pendant plus d'1 heure. L'axe Burkina-Côte d'Ivoire sera davantage renforcé. Jérôme Kofi Aboulé. Le retour en Côte d'Ivoire des réfugiés ivoiriens au Libéria tient à cœur au président de la République, Alassane Ouattara. En recevant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au siège de l'Union africaine, en marge du 26e sommet ordinaire de l'Union à Addis Abeba, il a une fois de plus trouvé l'occasion d'en parler. On a parlé surtout de l'évolution positive du rapatriement des réfugiés ivoiriens et notamment du Libéria, qui, comme vous le savez, vient de recommencer après une pause due à l'Ebola et qui promet de devenir un retour définitif et assez rapide. Donc j'ai félicité le président de la République et le gouvernement ivoirien parce que c'est la volonté politique de créer les conditions favorables au retour qui ont permis ce retour. Et nous avons discuté également
de l'importance d'établir des mesures de réintégration pour les gens, pour les personnes, pour les réfugiés qui sont rapatriés, et nous nous sommes trouvés complètement d'accord à ce sujet. Par ailleurs, maintenir la Côte d'Ivoire dans le concert des nations demeure l'une des priorités du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État en a encore donné la preuve avec les nombreux échanges dans ce sens, toujours dans la capitale éthiopienne. D'abord, les entretiens avec le président de Djibouti. Relations bilatérales, la coopération économique, les problèmes de la région. Le président de la République a ensuite échangé avec son homologue du Burkina Faso. Les deux chefs d'État ont encore affiché leur volonté d'œuvrer en vue de la consolidation des relations entre leurs deux pays frères. La participation à la session de l'Union africaine est toujours une occasion pour les chefs d'État de se rencontrer et d'échanger, je dirais, sur les voies et moyens de consolider les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pour nous, nous l'avons dit et toujours répété, nous avons le devoir de faire en sorte que cette relation soit renforcée, que cet axe soit consolidé et que nous puissions faire en sorte que les événements qui ont pu se passer ça et là, nous puissions considérer que ce sont des événements qui doivent relever du passé et que nous devons travailler à faire en sorte que véritablement nous puissions rétablir la confiance au sommet et également entre nos peuples. Et je crois que les dispositions seront prises de part et d'autre pour que cela soit ainsi. Comme on le voit, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'ont nullement l'intention de se départir de leur principe de toujours avoir des liens qu'ils veulent historiques et exemplaires. Et la Côte d'Ivoire entretient de bons rapports avec les pays étrangers. Les diplomates accrédités dans notre pays ont été reçus par le Premier ministre qui leur a offert un déjeuner. Daniel Kablan-Duncan a exprimé la solidarité du peuple ivoirien à tous ces pays qui ont connu des attaques terroristes. Le reportage de Gabriel Zani. 21 novembre 2012, date de sa nomination au poste de chef de gouvernement. Cela fait 38 mois que Daniel Kablan-Duncan côtoie la plupart des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et présent à ce déjeuner organisé pour la nouvelle année. Ce sont donc 38 mois de diplomatie économique, politique, bien souvent couronnée de succès, qu'il faut célébrer. Vous avez toujours su faire montre d'une immense gentillesse et de tact dans l'accueil. Monsieur le Premier ministre, au nom de tous les corps diplomatiques, je voudrais réitérer nos remerciements pour cette occasion que vous nous offrez depuis quelques années d'être avec vous et votre épouse pour ce temps de repas devenu rencontre familiale. Un déjeuner, c'est aussi une heureuse occasion de manifester la solidarité du gouvernement ivoirien à tous les pays qui ont connu des attentats, de féliciter la tenue de grandes rencontres internationales telles que la COP21 et aussi une occasion de réaffirmer la volonté du gouvernement de maintenir le pays au travail. Le gouvernement a bâti une stratégie de développement cohérente à travers le programme national de développement PND 2012-2015 qui vient d'être affiné par la mise en place du PND 2016-2020 doté de 30 000 milliards de francs CFA dont une grande part, plus de 100% d'investissements sont réservés au secteur privé. Fini les discours de cérémonie, le couple Duncan, organisateur du déjeuner, est visiblement détendu dans leur résidence de Grand Bassam. L'on retrouve un Premier ministre proche des convives et aussi des journalistes. En fait, l'autre volet essentiel de ce déjeuner, le voici, la convivialité, l'amitié. Les travaux de construction du pont de la Tiemba à Odiéné vont démarrer. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en déplacement de la région, a donné le premier coup de pioche. Les travaux vont durer 1 an et permettre ainsi le désenclavement de la région. Explication avec Thomas Gessambi.
Cette liesse à Dioulatie-Dougou, région d'Odiéné a tout son sens pour cette population venue d'horizons divers bénir les pas du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le démarrage des travaux du pont pour franchir la rivière Tiemba. Un projet qui devrait désenclaver totalement une localité dotée d'une potentialité agricole considérable. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que tout Dioulatie-Dougou prête attention à la présentation du projet fait par le ministre des Infrastructures économiques. L'ouvrage qui se tiendra ici dans 12 mois est un pont à poutres en béton armé de 4 travées de 15 mètres, 80. Le coût du projet est estimé à 928 millions et sera financé entièrement sur le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, en saluant l'implication du président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, Seydou Eliman Diarra, fils de Dioulatie-Dougou, met en relief les intérêts de la réalisation d'un tel projet. Il s'agit donc de relier deux régions et deux communautés de femmes et d'hommes qui en fait sont les mêmes, car elles partagent la même culture faite d'hospitalité, de solidarité et d'acharnement au travail. Je veux parler du Kabadougou et du Worodougou. Ces travaux permettront de désenclaver la sous-préfecture de Dioulatie-Dougou, qui regorge d'importantes productions agricoles, mais aussi de faciliter le transport des personnes et des biens entre la région du Worodougou et celle du Kabadougou, et améliorer l'accessibilité des zones traversées tout en favorisant leur mise en valeur. La réalisation du pont de Dioulatie-Dougou fait partie du vaste programme gouvernemental de construction à long terme de 1000 ponts sous l'égide du président Alassane Ouattara. Le Trésor public fait son bilan à Yamoussoukro. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a défini sa feuille de route pour l'année 2016. Le ministre chargé de l'économie et des finances a rappelé le rôle important du Trésor public qui doit mobiliser cette année 1192 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux. Explication avec nos confrères de RTI Boaki. 93,53% d'exécution du plan d'action 2015. C'est ce qui ressort du bilan de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour l'année écoulée. Si le Trésor public a contribué énormément en 2015 à la forte croissance économique de la Côte d'Ivoire, avec plus de 1300 milliards de francs CFA mobilisés, pour cette année 2016, l'institution est encore attendue. Il aura contribué en 2015 aux notes positives du Trésor public en qualité de directeur général. Pour cette année 2016, c'est en qualité de ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances que Adam Makone, qui faisait sa première sortie officielle depuis son entrée au gouvernement, a rappelé les attentes du pays vis-à-vis du Trésor public. Le Trésor public sera une fois encore fortement sollicité, notamment dans la mobilisation des ressources sur le marché des capitaux, dont le montant attendu au titre du budget 2016 a été rappelé tout à l'heure, qui est d'environ 1192 milliards de francs CFA. Il reviendra également au Trésor public d'assurer une gestion optimale de la trésorerie afin de faire face avec efficacité aux charges liées à la mise en œuvre du plan national de développement et aux missions régaliennes de l'État. Pour mener à bien la mission à lui assignée par le gouvernement, le Trésor public se fixe des orientations qui se déclinent en 12 axes principaux, de véritables stratégies pour contribuer à l'édification d'une nation émergente avec des Ivoiriens nouveaux. L'Association des producteurs de pétrole africains, consciente des risques éventuels, se met à l'heure de la réforme. Les représentants du comité interministériel ad hoc en charge de l'évaluation de ces organes et de sa réforme étaient en réunion à Malabo. La rencontre s'est soldée par des propositions pour rendre l'association plus solidaire et plus efficace. Envoyé spécial à Malabo, Christelle Menant. Cela fait près de 30 ans qu'existe l'Association des producteurs de pétrole africains. Elle regroupe aujourd'hui 18 pays africains qui font face à de nouveaux défis liés à l'exploitation des hydrocarbures. Les cours du pétrole sont en chute libre et le climat se réchauffe. Le contexte mondial est alarmant et les risques pour l'Afrique sont importants. Pour les pays membres de l'APA, il faut se montrer plus solidaire et plus efficace avec de nouvelles directives et pour cela, il faut reformer l'association. Notamment le changement de définition qui va passer
d'hydrocarbures à énergie. L'APA va intégrer l'aspect électricité. Un comité interministériel ad hoc de 6 membres présidé par la Côte d'Ivoire pilote cette réforme ainsi que l'évaluation de toutes les structures de l'APA par un consultant indépendant. Réunis à Malabo ce 25 janvier, il propose la création d'un sommet des chefs d'État des pays membres, l'instance suprême de l'association pour faciliter la prise de décision, mais à la clé aussi la création d'une plateforme d'engagement pour la stabilisation des prix du pétrole. La Côte d'Ivoire, vice-présidente de l'association, a été proposée pour abriter en 2017 ce sommet des chefs d'État des pays membres. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que la Guinée équatoriale est un pays producteur. Nous avons d'autres pays producteurs, mais c'est très important d'accorder le lead à un pays qui a une économie croissante. Le producteur de pétrole et de gaz a besoin de consommateurs. Et où trouve-t-on le plus de consommateurs en Afrique? Nous avons 3 pays principaux. Le Nigeria, le géant du continent, ensuite l'Afrique du Sud et enfin la Côte d'Ivoire. Depuis déjà quelques années, la Côte d'Ivoire est un carrefour pétrolier. La Côte d'Ivoire est un des rares pays à avoir une raffinerie. La Côte d'Ivoire a pris la décision d'être le leader au niveau de la production d'énergie électrique et du transport. Des prix du pétrole plus stables et plus profitables aux Africains, une exploitation des hydrocarbures plus responsable et efficace, une transition énergétique réussie pour les pays africains. Ces objectifs nécessitent des mesures urgentes, recommandées par les Nations Unies. 1. La multiplication par 2 de l'efficacité énergétique dans tous les pays du monde. Deuxièmement, il faudrait que tous les pays du monde, dans leur mix énergétique, 30% des énergies renouvelables interviennent. Troisièmement, il faudrait bien que le citoyen du monde moyen puisse accéder à une énergie moderne, une énergie propre. Un vaste chantier pour l'Association des producteurs de pétrole africains qui entend rester fidèle à son objectif de création, celui d'être pour l'Afrique un point focal stratégique à l'image de l'OPEP. Une ambition qui a justifié la mise en place d'organes annexes à l'association, le Fonds APA pour la coopération technique et l'Institut africain de pétrole. 48 heures après l'ouverture du procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI, la jeunesse du Front populaire ivoirien rencontre la presse au siège du parti à Cocody. Avant la réplique de la défense annoncée pour lundi, les jeunes du FPI veulent accorder leurs actions, explorer la voie diplomatique, comme nous l'explique Alexis Ouedraogo. 3 à 4 ans, c'est le temps que pourrait durer le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye. Pour la jeunesse du Front populaire ivoirien, la procédure sera longue et difficile. Les jeunes veulent proposer une solution, lancer une offensive diplomatique. Le Front populaire ivoirien doit mener une action offensive directe à l'ONU parce que c'est cette instance seule, le Conseil de sécurité, qui peut arrêter les poursuites, arrêter le procès. Je pense qu'il est important que nous ayons des actions en direction des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais avant de mener cette mission, la JFPI veut obtenir un consensus pour le retour de l'ex-chef d'État. D'abord, il faut qu'on se batte en interne pour avoir un consensus national sur la question du retour. Étant entendu que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont des acteurs importants dans notre réconciliation, dans la cohésion nationale, il est important qu'ils reviennent, qu'ils soient avec nous pour cette cohésion. Après l'exposé de l'accusation les 2 premiers jours, ce lundi, ce sera au tour de la défense de tenter de démonter l'argumentaire de la procureure Bensouda. Accusé de crimes contre l'humanité suite aux violences post-électorales de 2010, Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont à l'entame du procès plaidé non coupables. Les ayants droit des différentes crises qui ont secoué la sous-préfecture de Bayota ont reçu leur chèque des mains de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Il s'agit pour la représentante du gouvernement d'assister toutes les victimes ou les ayants droit dans le processus de réparation et dans la consolidation de la paix sociale. Mamadou Kwasi. Bayota, sous-préfecture de la région du Gor, a ressenti les conséquences des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Une situation qui a vu la cohésion sociale fragilisée au sein des différentes communautés. La dernière crise en date, un mouvement de protestation de la liste proclamé par le Conseil constitutionnel la veille de la présidentielle de 2015. Grâce à une intervention de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le calme est revenu à Bayota. Et des rencontres ont été également initiées en vue de renforcer cette union retrouvée au sein des différentes communautés. Aujourd'hui, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes vient renforcer ses actions.
Les ayants droit des différentes victimes au nombre de 19 ont reçu chacun un chèque d'1 million de francs CFA. Il s'agit d'assister ces victimes, selon le professeur Maria Toukoné, dans la consolidation de la cohésion sociale. Je vous encourage à faire de Bayota un oasis de paix, une localité où les activités que vous menez sont empreintes de paix, d'amour et de tolérance. Ensemble, engageons-nous résolument sur le chemin de la paix pour éviter de nouveaux drames à notre pays. Sachons vivre en frères et sœurs dans la tolérance et le respect de nos différences. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire salue les efforts du gouvernement ivoirien pour la consolidation de la paix. Et je voudrais ici dire tout l'engagement qui est celui de la communauté internationale à accompagner le gouvernement ivoirien et les populations ivoiriennes dans le renforcement de la cohésion sociale et dans la résolution définitive et durable des problèmes qui minent les communautés. En plus de l'assistance des victimes de Bayota, le professeur Maria Toukoné et ses collaborateurs ont apporté leur soutien aux femmes de cette localité. Réunies en association, ces femmes ont reçu une décortiqueuse, un outil pour assurer leur prise en charge socio-économique afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour la professionnalisation de la pêche dans la région du Boclé, la population avait souhaité et obtenu du président de la République, lors de son passage dans cette région, l'aménagement du débarcadère et la construction d'un marché central pour le développement de la zone commerciale de Sassandra. Eh bien, cette promesse est désormais une réalité. Mamadou Kwasi. Un débarcadère bientôt aménagé dans la ville de Sassandra, dans la région du Boclé. À cela va s'ajouter la construction d'un marché central moderne pour le développement de la zone commerciale de Sassandra. Cette promesse faite par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État qu'il effectue dans cette région de la Côte d'Ivoire est entièrement bouclée et sera une réalité dans quelques semaines. Le financement de ce projet d'un montant de 13 milliards de francs CFA est octroyé par le gouvernement japonais. Et la délégation japonaise venue superviser ce projet a indiqué au ministre Kobenan Kwasi Adjoumani que c'est un prêt non remboursable afin de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques soutient que ce geste, en plus de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, va permettre de lutter contre la pauvreté, car cela va permettre la création de milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes. Cette contribution non remboursable du gouvernement japonais est le fruit des nombreuses négociations entamées par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques et ses collaborateurs. Zone à forte potentialité économique, le département de Sassandra veut axer sa politique de développement sur la pêche et le tourisme. La fin de ce projet va permettre à la région du Boclé d'amorcer véritablement son développement pour le bien-être des populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Demain dimanche sera célébrée la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Cette journée vise à porter une attention particulière aux malades de la lèpre et l'initiateur de cette journée est Raoul Folero. Mais qui est l'homme? Quels sont les combats qu'il a menés durant sa vie contre la lèpre? Élément de réponse dans ce reportage. On l'appelle le vagabond de la charité. Raoul Folero, journaliste et écrivain français, est né le 17 août 1903 à Nevers, en France. Sa bataille contre la lèpre commence en avril 1943. À cette époque, il n'existe aucun traitement médical. La lèpre, maladie mystérieuse, effraie. Même si elle tue rarement, elle mutile lentement ses victimes. Beaucoup y voient le signe de la malédiction. Les malades de la lèpre sont donc exclus, abandonnés, livrés à eux-mêmes. En 1953, un guide religieux suggère à Raoul Folero de créer une journée mondiale de prière pour les lépreux. Folero s'approprie l'idée et lance la journée mondiale des lépreux. Elle est célébrée pour la première fois le dernier dimanche de janvier 1954. Cette journée vise deux objectifs: soigner et traiter les malades de la lèpre comme tous les autres malades en respectant leur dignité, leur liberté. Bannir les préjugés sur la maladie. Cette journée est aussi l'occasion pour les associations de mobiliser les populations en vue d'obtenir des dons pour les malades. 40 années de lutte acharnée contre la lèpre, Raoul Folero met en place des associations dans plusieurs pays européens. Le combat porte des fruits. En 1968, le vagabond de la charité crée l'association française Raoul Folero. Elle regroupe toutes les associations mises en place en France pour lutter contre la lèpre. Décembre 1977, l'ami des lépreux, Raoul Folero,
s'éteint, laissant derrière lui une journée dédiée désormais aux malades de la lèpre. Outre la fondation qui porte son nom, la mémoire de Raoul Folero est conservée à travers les noms d'institutions hospitalières et autres organisations dans le monde. L'ami des lépreux, le vagabond de la charité, autant de surnoms donnés à Raoul Folero qui repose désormais au cimetière d'Auteuil, à Paris, en France. Bienvenue dans la page culture. C'est un amoureux de l'art, Yao Bad Bablon, sculpteur, vient de remporter le Grand Prix Guinéré, organisé par Okami Gizagne. Sa passion pour l'art plastique, ses ambitions pour promouvoir le métier qu'il a choisi. Yao Bad Bablon, notre invité de la page culture, nous en parle maintenant. Bienvenue, monsieur Yao Bad Bablon. Merci, madame. Encore une fois, toutes mes félicitations pour le prix que vous venez de remporter. Merci. Dites-nous, pourquoi avez-vous participé à ce prix? J'ai participé à ce prix parce qu'il faut dire que depuis longtemps, je cherche une plateforme de ce genre-là pour montrer au monde entier mon talent, ce que je sais faire en sculpture. Et donc, je pense que c'était une occasion, une belle occasion pour moi de montrer ce que je sais faire. Alors, vous étiez une centaine de candidats à l'assaut de ce Grand Prix Guinéré. Qu'est-ce qui a fait la différence entre vous et les autres candidats? La différence, c'est que j'ai respecté le thème donné. Mon travail est original. En tout cas, tout ce qu'il fallait. D'accord. Alors, donc, avant de poursuivre, je vous propose de revenir sur cette soirée, la phase finale du concours d'art plastique que vous avez remporté. C'est un reportage d'Astou Touré et Michel Mambo. Du Grand Prix Guinéré est le sculpteur Yao Bart Ballon. Yao Bart Grand Prix Guinéré édition 2016. La beauté et la qualité de son travail lui auront valu la palme, en plus de celle du meilleur sculpteur ivoirien, prix Christian Latier. La 6e édition des Gizagnes prend ainsi fin, pari gagné pour le comité d'organisation de ce concours national d'art plastique. L'art est notre richesse, le cacao. À travers ce thème, nous avons invité ces candidats à porter une réflexion sur les rapports qui peuvent s'établir entre le cacao et l'art. Nous souhaitons faire une doléance. Vous demandez, chers parrains, d'offrir à la Côte d'Ivoire un musée d'art contemporain. Une doléance qui très tôt sera prise en compte, car le parrain de la cérémonie, le ministre des Infrastructures, Patrick Hachi, annonce pour bientôt la construction d'un musée d'art contemporain en Côte d'Ivoire. Dans le plan national de développement 2016-2020 du gouvernement, donc du président Alassane Ouattara, il est prévu la construction d'un musée d'art contemporain à Abidjan. Détecter les talents et promouvoir les arts plastiques en Côte d'Ivoire. Objectif affiché par Okami Design. L'action s'étend désormais à la sous-région, d'où la participation cette année de candidats venus du Burkina Faso. Et le pays, fortement représenté, repart avec le prix de l'intégration. Je suis vraiment content. Et je dédie ce prix à toutes les victimes qui sont tombées au Burkina durant ces derniers événements. Cette année, une centaine de candidats étaient en compétition. 3 catégories, la peinture, la photographie, la sculpture. Alors, monsieur Yao Bad Bablon, que comptez-vous faire après cette consécration? Je veux m'engager pleinement dans mon art. Donc, pour le moment, je nourris en tête de faire une exposition personnelle. Voilà. Toujours dans le but de montrer au monde entier mon talent de sculpteur. D'accord, donc on va parler de ce talent, donc de votre métier de sculpteur. On sait qu'à la base, c'est un métier où il faut être un grand dessinateur, de même, tout comme le peintre. Mais il y a une différence quand même entre le sculpteur et le peintre. Oui, il y a une différence entre le sculpteur et le peintre. La seule différence est que une sculpture,
C'est en fait donner des formes. Ça comme peut ce être, qui est là. Oui, comme ce qui est là. Ça, c'est vous-même qui l'avez fabriqué? Non, ça c'est le trophée, le Grand Prix Guy-Néré que j'ai remporté hier. D'accord. Et l'autre côté, c'est le prix Christian Latier. Avant d'obtenir le prix Guy-Néré, il faut d'abord avoir le prix Christian Latier pour la sculpture. Voilà. Donc ça, c'est une sculpture aussi. Et là aussi, c'est une sculpture que vous voyez là. Comment on fabrique? À partir de quoi? On peut faire une sculpture dans plusieurs matériaux. Par exemple, dans du bois, sur de la pierre. On peut faire du modélage. On peut faire de la récupération aussi. En tout cas, tout ce qui peut t'inspirer à sortir une forme. D'accord. Et ça, vous l'avez fabriqué à partir de quelle matière? Ça, c'est un mélange de... J'ai fait un mixage de style. Il y a de la récupération et du modélage. Voilà. Donc, j'ai modélé de l'argile, que après j'ai fait des moules pour tirer dans du polyester. Et là, c'est de vrais vêtements que vous voyez, du tissu. Voilà, j'ai fait un mixage. D'accord. Alors, vous allez nous dire comment vous êtes venu à la sculpture? Oui, il faut dire qu'auparavant, je ne connaissais pas la sculpture en tant que telle. C'est la peinture que tout le monde connaît depuis le bas âge. J'aimais beaucoup dessiner. Voilà, j'emmerdais mon père. Même en tant que... Vous étiez élève à cette époque? Oui, j'étais élève. Voilà, je voulais forcément aller dans une école d'art plastique, mais bon, le père n'était pas trop... Est-ce qu'ils vous ont pas accompagné, vous ont pas soutenu? Non, ils ne m'ont pas accompagné. Je me suis levé un matin et puis je suis allé m'inscrire moi-même. Pendant que j'étais inscrit... Avec quel moyen? Voilà, mon père m'avait donné de l'argent pour acheter un sac de riz quand il partait en voyage. Et moi, j'ai pris cet argent, je suis allé. Donc, vous l'avez détourné entre griffes pour pouvoir réaliser votre rêve. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre art? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est difficile pour un artiste sculpteur, un artiste plasticien de vivre vraiment de son art. Donc, est-ce que vous avez des regrets pour avoir choisi ce métier? Non, je n'ai pas de regrets parce qu'aujourd'hui, c'est un métier que j'ai appris. Et c'est une richesse pour moi parce que ce métier est en moi. Donc, c'est une grande richesse. Partout où j'arrive, même si c'est chaud, je sais comment m'arranger à partir de mes sculptures pour sortir quelque chose et me faire de l'argent quand même. En plus du trophée que vous avez reçu avec le prix Guy, qui est le prix Guy-Néré, qu'est-ce que vous avez reçu et qu'est-ce que vous comptez faire? En plus du... Ce prix Guy-Néré vous apporte quoi? Ça m'apporte beaucoup de choses dans ma vie artistique parce que d'abord, il faut dire que j'étais un tout petit peu déçu de continuer d'exercer mon art en Côte d'Ivoire. Mais voilà que le Grand Prix Guy-Néré vient de ressusciter encore en moi voilà, ce petit talent qui était en train de mourir à petit feu. Et là, je suis vraiment dévoué, il faut que je continue. Comme je l'ai dit, je décide de faire une exposition. Voilà, d'accord, le prix Guy-Néré donc a réveillé cet amour pour l'art en vous. Alors, pour terminer rapidement, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour promouvoir davantage l'art visuel en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut que tous les Ivoiriens aient une petite place dans leur cœur pour l'art, pour les arts plastiques. Et il faut que le gouvernement ivoirien pense vraiment à faire, à nous donner des plateformes où nous pourrions nous exprimer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Yaobat Bablon. On a vu en vous cette passion pour l'art visuel. Et quand on parle d'art visuel, on a la peinture, on a la photographie, la sculpture. On a la sculpture. Voilà. Il y a la céramique, il y a bien d'autres encore. Bien d'autres encore. Une diversité culturelle. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Nous allons parler encore culture et cette fois-ci, c'est une journée culturelle organisée donc à l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire. Avant son départ de notre pays, le diplomate indien a initié une journée culturelle pour les enfants. Le chant, la danse, la poésie et la mode, des facettes de la culture indienne campées par les enfants de la communauté indienne en Côte d'Ivoire. La plupart de ces jeunes enfants ne connaissent pas encore l'Inde, mais ils sont bien au fait de leur culture. C'est cela la vision de l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire, imprégner ces adultes en devenir de leur culture bien que loin de leur terre d'origine. De par leur implication, les plus jeunes ont donné vie à cette vision. Je suis née ici en Côte d'Ivoire, donc on essaye d'apprendre aux enfants d'ici la culture de l'Inde pour qu'ils restent quand même attachés à leur pays. Moi par exemple, comme je suis née là,
malgré tout, je connais tout ce qui se passe en Inde. Je sais chanter, je sais danser. C'est nécessaire parce que si vous restez hors de votre pays et vous ne connaissez pas votre culture, quand vous rentrez, le jour où vous rentrez, vous êtes perdu. Riche de sa culture, la communauté indienne ne peut que mieux s'intégrer en Côte d'Ivoire. C'est l'avis de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, compte tenu des nombreuses similitudes entre ces deux peuples. Both countries are republics, both countries are democracies. Nos deux pays sont des républiques, nos deux pays sont des démocraties. Nous avons tellement de similarités, à commencer même par les 3 couleurs de notre drapeau, mais également au travers de notre comportement en tant qu'être humain. Cette journée socio-culturelle a permis à l'ambassadeur Dinesh Bhatia d'annoncer à ses compatriotes la fin de sa mission en Côte d'Ivoire après près de 2 années de représentation. Voilà une journée culturelle avec les enfants de la communauté indienne de Côte d'Ivoire. La soirée des Ébonies organisée par l'UNJCI pour connaître le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire se tient présentement à l'Hôtel Ivoire. Qui succédera à Setou Banoro? On connaîtra la réponse aujourd'hui même. Plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui, je vous l'annonçais en début de journal, c'est à Paris, en France. Les manifestants protestent à la fois contre le projet d'extension de la déchéance de nationalité et contre l'état d'urgence, alors que le Conseil des ministres examinera mercredi prochain la prolongation pour 3 mois supplémentaires. Alexis Ouedraogo. Les manifestants demandent la levée immédiate de l'état d'urgence instauré après les attentats de novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et l'abandon du projet de déchéance de nationalité pour les personnes condamnées pour des activités terroristes. Des mesures indextiles qui heurtent et mettent à mal les libertés. Mercredi, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, démissionnait en faisant état de son désaccord politique majeur avec François Hollande et le Premier ministre Manuel Valls. Plusieurs estiment que le projet sur la déchéance de nationalité ne pourra dans les faits que s'appliquer aux binationaux. Ils le décrivent comme une mesure raciste qui revient à dire que certains sont plus français que d'autres. Le virus Zika s'étend en Amérique latine et menace désormais l'Argentine. Un premier cas a été détecté dans le pays. Il s'agit d'une femme de retour de vacances en Colombie. Après donc le Brésil, pays le plus touché, le virus menace désormais l'Argentine. Les autorités de santé assurent que la situation est sous contrôle, mais la prudence reste de mise. On va terminer par le sport tout en rappelant que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les demi-finales du CHAN 2016 en battant le Cameroun ce samedi 3-0. Tenu en échec à la fin du temps réglementaire, les Ivoiriens ont fait la différence au cours des prolongations. Ils rejoignent ainsi la République démocratique du Congo en demi-finale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Kane Bakari, Korobogo et Arlène Poka, supervisé par Thomas Kessambi. Merci à vous tous. On se retrouve demain à 20h.